En Ukraine, les habitants de Zaporijia se sont réveillés ce samedi matin au son des bombardements russes. Les frappes n'ont fait aucune victime. Olaf Scholz imagine une Europe élargie et interconnectée sur le plan énergétique. Il s'exprimait lors du congrès du Parti socialiste européen. La Hongrie veut investir dans son armée. Le Premier ministre Viktor Orban évoque la guerre et l'immigration illégale. Le bilan de l'explosion dans la mine d'Amasra en Turquie grimpe à 41 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur place. Au Danemark, la reine Margrethe II a participé à l'inauguration d'un musée qui retrace l'histoire de l'extinction massive des dinosaures. En Ukraine, les habitants de la ville de Zaporijia se sont réveillés ce samedi matin au son des bombardements russes. Une des frappes a touché de plein fouet un parking de la ville, détruisant des voitures et endommageant les bâtiments voisins. Selon les résidents, les bombardements auraient duré environ 15 minutes. Si l'Ukraine arrête de résister, ces bombardements et ces meurtres vont s'intensifier. Nous ne pouvons pas céder à la Russie. C'est un pays terroriste. C'est un pays terroriste. Selon les informations provenant du terrain, les frappes russes de ce samedi n'auraient touché aucune infrastructure importante dans la ville de Zaporijia. En représailles à l'explosion qui a en partie détruit le pont russe de Crimée, Moscou avait effectué de nombreux tirs de missiles au début de la semaine. Les socialistes européens étaient réunis en congrès à Berlin ce week-end et ont élu leur président, l'ex-premier ministre suédois Stefan Löfven. Ce rendez-vous a réuni les principaux responsables politiques du socialisme du vieux continent. Le chancelier allemand Olaf Scholz du Parti social-démocrate a prononcé un discours en appelant à une plus grande autonomie militaire de l'UE et à son élargissement. Plus de membres dans l'Union européenne serait une bonne chose si nous voulons défendre nos valeurs dans un monde qui comptera bientôt 10 milliards d'habitants. Une Union européenne unie de 27, 30 ou 36 États avec plus de 500 millions de citoyens libres et égaux peut peser de tout son poids dans ce monde. Vendredi soir, Olaf Scholz a reçu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le Premier ministre portugais António Costa pour évoquer les approvisionnements énergétiques de l'UE ainsi que l'avenir du gazoduc MidCat qui doit relier l'Espagne à la France via les Pyrénées. Les trois dirigeants sont favorables à sa construction mais se heurtent aux réticences du président français Emmanuel Macron. Olaf Scholz souhaite que l'Allemagne s'émancipe du gaz russe. Le chancelier a répété à plusieurs reprises que le MidCat pourrait à l'avenir être utilisé pour transporter de l'hydrogène vert à la place du gaz. C'est un discours martial qu'a prononcé ce samedi Viktor Orban au cours d'une cérémonie de prestation de serment de soldats volontaires. Une cérémonie marquée également par l'arrivée en Hongrie de nouveaux véhicules blindés de combat Lynx de fabrication allemande. Fidèle à sa ligne très conservatrice, le Premier ministre hongrois a évoqué la guerre et l'immigration. Il y a un énorme danger. À l'Est, les fusils retentissent et la guerre fait rage. Et à l'Ouest, des quantités innombrables d'armes affluent vers le front. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Europe est assiégée par des dizaines et des centaines de milliers de migrants illégaux à nos frontières méridionales, dont des groupes armés parcourent les campagnes. Le Premier ministre hongrois a appelé à raviver l'esprit militaire en se préparant pour ne pas se laisser distancer par d'autres nations, a-t-il dit. Si le budget de la défense a récemment augmenté, ces dernières années, les dépenses militaires ont été très largement consacrées à la lutte contre l'immigration. Le dernier mineur porté disparu après l'explosion dans la mine de charbon d'Amasra en Turquie a été retrouvé mort samedi. Selon les autorités turques qui ont mis fin aux opérations de secours, l'accident aurait provoqué la mort de 41 mineurs et blessé 28 personnes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur place et a promis de mettre un terme aux accidents miniers. Bien sûr, nous allons déterminer les circonstances de l'explosion. Et s'il y a des responsables, nous les identifierons grâce aux enquêtes administratives et judiciaires.
D'ailleurs, ces enquêtes ont déjà débuté. 110 mineurs travaillaient à plusieurs centaines de mètres sous terre lorsque l'explosion est survenue vendredi soir. Les accidents de travail sont fréquents en Turquie où le fort développement économique de la décennie écoulée s'est souvent fait au détriment des règles de sécurité. En 2014, 301 mineurs ont péri dans l'explosion dans la mine de Soma, une des catastrophes industrielles les plus meurtrières de l'histoire du pays. Alors que la journée mondiale de l'alimentation a lieu ce dimanche, la situation inquiète en Somalie. Selon les derniers chiffres publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 41% de la population somalienne sera confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d'ici au mois de décembre. Nous ne devons pas attendre une déclaration de famine pour agir, car il sera alors trop tard. Nous savons depuis 2011, lorsque nous avons été confrontés à une situation de famine et à une déclaration de famine, qu'au moment où la famine a été déclarée, la moitié des 260 000 personnes qui sont mortes étaient en fait déjà mortes. La sécheresse que connaît le pays depuis près d'un an n'a fait qu'aggraver la situation. De nombreux Somaliens n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce qui augmente le risque de maladie. La sécheresse actuelle est la pire que nous ayons connue au cours des 4 dernières décennies. Elle a touché environ 7,8 millions de personnes. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ la moitié de la population somalienne. 90% du pays est confronté à une sécheresse extrême. Au mois d'août, la sécheresse a déplacé près de 100 000 personnes dans des camps à l'intérieur du pays où les réfugiés doivent faire face au manque d'hygiène et à l'insécurité. Les Nations Unies appellent au renforcement de l'aide pour que la Somalie puisse faire face à cette situation alarmante. Des milliers de Tunisiens ont manifesté samedi pour dénoncer les politiques du président Kais Saied qu'ils accusent d'être responsables de la crise économique. Ces derniers mois, le pays fait face à des pénuries récurrentes de produits de base. La Tunisie est également engluée dans une grave crise politique depuis le coup de force du président tunisien qui s'est emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021. Plusieurs centaines d'Iraniens sont de nouveau descendus dans la rue ce samedi pour manifester contre le pouvoir. Malgré la répression de la police, le mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini est entré dans sa 5e semaine. La jeune Iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, 3 jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire. En Espagne, la hausse des prix attise la colère contre le gouvernement. Ce samedi, des milliers de manifestants ont marché dans les rues de Madrid pour réclamer une augmentation des pensions de retraite et des salaires. Selon l'Institut national des statistiques, l'inflation a atteint 8,9% sur un an en septembre. Au Danemark, la reine Margrethe II s'est rendue sur le célèbre site Stevsklint pour inaugurer un musée qui retrace l'histoire de la Terre à travers l'extinction de masse. La reine a été particulièrement touchée par l'extinction des dinosaures causée il y a 66 millions d'années par un énorme astéroïde. C'est une histoire mondiale qui a de l'importance pour chacun d'entre nous. Nous avons ici une exposition qui va droit au cœur, car elle traite de l'extinction de masse qui a tué toute forme de vie et qui a planté le décor du monde que nous connaissons aujourd'hui. Des visiteurs ont même pleuré en découvrant l'exposition. Venez donc ici et réfléchissez à votre propre vie et à la vie d'aujourd'hui. Et gardez espoir parce que la vie est forte et elle survivra. Ici, vous trouverez des fossiles provenant du monde entier. Il y a également de nombreuses activités interactives qui pourront intéresser les enfants. C'était fantastique et très intéressant. Je pense que tout le monde pourrait être intéressé par ce musée. Que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde. C'est tellement excitant. Le musée interactif est intégré au site géologique Stevns, une falaise côtière de 15 km riche en fossiles située à seulement 1 heure de Copenhague.